Nous allons maintenant nous intéresser aux repères. Donc par définition, les repères sont des éléments qui vont nous permettre de positionner correctement différents éléments ou de comprendre comment les éléments se gèrent les uns par rapport aux autres. Donc la première chose, c'est de comprendre que les repères ont deux dimensions. La première concerne leur affichage. Est-ce que nous les rendons visibles ou au contraire est-ce que nous les masquons? La deuxième, c'est leur paramétrage. Nous allons trouver les repères à différents endroits. Je vais essayer de vous présenter de façon exhaustive la plupart des repères que vous pourrez avoir à gérer lors de vos mises en page. Tout d'abord, commençons par les règles. Alors pourquoi les règles? Eh bien parce que pour pouvoir se repérer, eh bien il est essentiel de pouvoir avoir une visualisation des mesures du document. Tout ce qui est affichage, nous allons aller dans le menu affichage et puisqu'il s'agit de règles, mesures, afficher les règles. Nous voyons automatiquement que les règles apparaissent et nous voyons le point 0 du document, c'est le coin supérieur gauche de mon document. J'ai la possibilité dans les mesures de ne pas mettre de règles relatives à la page. Donc ça veut dire que j'ai la possibilité de modifier le positionnement en fait du 0 par rapport à d'autres contraintes que je pourrais rencontrer dans ma mise en page. Si je repositionne par rapport à mon document, vous voyez que le 0 se remet de lui-même. Une fois que nous avons affiché les règles, nous allons voir quels sont les éléments du gabarit de la page. Donc toujours dans affichage, je vais m'intéresser cette fois aux éléments relatifs au document. Je vais pouvoir afficher les marges. Donc vous voyez maintenant le liseré bleu qui s'affiche, qui symbolise les différentes marges du document. Bien entendu, je pourrais modifier ces marges et lorsque je les modifierai, eh bien leur affichage changera. Donc pour les modifier, je vais aller dans le menu page et je vais aller chercher les propriétés de la page et je peux donc ici maintenant modifier une des marges et vous voyez qu'automatiquement ça se met à jour. Je peux aussi afficher le fond perdu. Donc je rappelle que le fond perdu, c'est cette zone qui va nous permettre de positionner au débord un cadre de couleur, par exemple, de manière à ce que lorsque on imprime, l'imprimeur sur sa lèse déposera de la couleur sur l'intégralité de la zone blanche, puis viendra massicoter en suivant ici le trait rouge qui symbolise le format final de notre document. Et ainsi, même si lors du massicotage, j'ai la pile de documents à massicoter qui bouge légèrement, comme j'ai de la couleur en fond perdu, eh bien je n'aurai pas l'apparition d'un liseré blanc disgracieux. Dans les éléments relatifs au document, je vais pouvoir aussi afficher les cadres. Donc afficher les cadres, c'est rendre visibles les éléments que j'ai positionnés, même s'ils sont vides. Vous avez vu là apparaître un cadre que j'avais positionné, mais qui était invisible, puisque je n'avais pas dit à mon logiciel d'afficher les cadres des différents blocs. Donc, je vais devoir jongler entre la nécessité d'afficher les cadres pour les voir, et donc pour pouvoir me rendre compte de leur positionnement, et la nécessité de devoir masquer les cadres de manière à ne pas alourdir la mise en page. Et enfin, je vais pouvoir afficher les indicateurs de calque. Et donc, on voit que ici, j'ai un indicateur de calque pour me dire que sur le calque fond de page, j'ai effectivement un élément qui est positionné sur ce calque. Si je me rends maintenant sur le nouveau calque et que sur ce nouveau calque, je positionne un élément graphique, il aura bien un carré rouge de la même couleur que le calque sur lequel il est affecté. Ça me permet de me rendre compte visuellement de l'affectation des différents éléments de ma composition. Nous avons donc vu les repères pour les documents. Nous allons maintenant voir les repères spécifiques pour la gestion des textes. Donc je vais créer un bloc de texte, je vais faire un clic droit et le remplir à l'aide d'infotexte pour que ce soit plus visible. J'ai donc maintenant mon bloc de texte avec 2 paragraphes et l'indicateur de calque. Je vais aller modifier l'affichage de l'indicateur de calque de manière à ce qu'on ne le voit pas et je vais aller chercher l'affichage du cadre
pour que je me rende compte de son positionnement. Vous voyez là que l'affichage du contour du bloc ressemble à un filet, c'est-à-dire comme si nous avions appliqué une couleur au contour. D'où la nécessité parfois de ne plus afficher ce contour de bloc pour s'assurer que par inadvertance, nous n'avons pas affecté une couleur au contour du bloc, couleur qui ensuite serait imprimée et ce serait donc disgracieux. Donc dans mon bloc de texte, je peux afficher un certain nombre de repères, notamment la grille d'interlignage. Donc ceci fera l'objet d'un tutoriel complet, donc je ne vous détaille pas pour l'instant à quoi sert et comment se règle la grille d'interlignage, puisque nous le verrons avec les fonctions typographiques et la gestion du texte. J'ai la possibilité aussi d'afficher les colonnes des cadres de texte, donc en l'occurrence ici je n'ai pas de colonne, et si je double-clique dans mon calque de texte et que je fais un clic droit propriété du texte, je vais maintenant pouvoir gérer un certain nombre d'éléments. Je vais positionner mon menu ici, comme ça ce sera plus clair. Et si maintenant j'ajoute une colonne, j'ai bien le repère de colonne qui s'affiche. Je vais lui affecter une gouttière. Là, vous avez une visualisation des repères liés au texte. Bien entendu, si j'ai besoin de me rendre compte du rendu final, je vais pouvoir désactiver l'ensemble des éléments de repérage et ainsi me rendre compte de l'apparence du texte. Concernant le texte, j'ai enfin la possibilité d'afficher deux éléments, les liens entre les cadres et les caractères invisibles. Je vais commencer avec les caractères invisibles. C'est un élément important parfois quand on va gérer le gris typographique de pouvoir voir s'il n'y a pas des espaces ou des caractères spéciaux ou des éléments qui justifient en fait un mauvais comportement du texte. Enfin, concernant le lien entre les blocs, je vais l'illustrer ici, bien que nous verrons cela dans les détails plus tard. Je vais dans un premier temps réduire mon bloc de texte et je vois qu'ici j'ai un petit carré avec une croix rouge qui m'informe que le bloc n'est pas assez grand pour contenir l'intégralité de mon texte. J'ai la possibilité de créer un autre bloc de texte et en cliquant sur ce bloc-là, de venir charger le reste du texte et de le lier à l'autre bloc. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que ces deux blocs sont maintenant liés entre eux. Je n'ai pas supprimé du texte dans ce bloc-là pour le mettre dans ce bloc-là. J'ai lié les deux blocs et donc si je réduis la taille de ce bloc, automatiquement le texte vient s'ajouter dans ce bloc-là. Si au contraire je l'agrandis, eh bien j'ai un retrait du texte ici. En fait, j'ai un seul contenu dans deux contenants. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir visualiser facilement, lorsqu'on maquette, les liens entre les différents blocs de texte. Et donc, je peux ici faire affichage, cadre de texte, afficher le lien entre les cadres. Et donc, j'ai désormais une flèche qui me montre de façon très claire que ces deux blocs de texte sont liés entre eux. Voyons voir maintenant les éléments de repère concernant les images. Donc, si je crée un bloc image, que j'y importe une image, j'ai la possibilité dans l'affichage cadre image de ne pas afficher l'image, mais d'afficher uniquement cette petite icône. Alors quel est l'intérêt, me direz-vous? Eh bien l'intérêt c'est de pouvoir travailler rapidement sans avoir de ralentissement dû à la carte graphique de votre machine lorsque vous avez des documents multipages qui commencent à être très lourds avec énormément d'éléments graphiques. Nous verrons qu'il y a d'autres manières de gérer le ralentissement de la machine. Concernant l'affichage, nous avons aussi la possibilité d'afficher des grilles et des repères. La grille, eh bien, vont vous permettre de caler les documents et d'équilibrer votre composition. Vous avez la possibilité de rendre cette grille magnétique. Alors quel est l'intérêt? Eh bien, lorsqu'on maquette, vous voyez que ici, j'ai positionné mon cadre et puis je peux le bouger comme je veux. Mais j'aimerais peut-être pouvoir l'aligner rapidement sans perdre de temps. Eh bien, dans ces cas-là, si je vais dans Page grille magnétique, désormais, la grille contraint mon bloc et elle l'attire. Et donc, ça me permet d'avoir une gestion beaucoup plus rapide du calage des différents éléments et des repères, notamment quand on va travailler avec des colonnes et ainsi de suite. Cette propriété de magnétisme peut s'appliquer aussi bien à la grille qu'aux repères ou rendre les objets eux-mêmes magnétiques. Concernant la grille, si vous voulez modifier le pas de cette grille, vous devez aller dans Fichier, Réglages du document, et dans Fichier, Réglages du document, vous allez aller dans l'onglet Repères, et ici, vous allez avoir l'espacement de la grille principale, l'espacement de la grille secondaire,
l'espacement de la grille d'interlignage et le point de départ de la grille d'interlignage. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est cette grille verte. Donc moi, je vais mettre un espacement de, disons, 50. Je vais mettre un espacement de 5 mm. Voilà, et donc maintenant, j'ai bien ma grille de documents qui a été modifiée. Je souhaite faire une petite aparté concernant justement les réglages du document. Vous voyez qu'ici, ils sont tout à fait accessibles, mais il y a une petite particularité dans Scribus, en tout cas jusqu'à la version 1.5.5, qui peut poser problème à un certain nombre de personnes. Je vais donc refermer Scribus, et une fois Scribus fermé, je le réouvre. Pourquoi je fais ça? Pour bien attirer votre attention sur la nécessité, lorsque vous créez votre nouveau document, de cliquer sur « Afficher les préférences du document à la création ». Si vous ne faites pas ça, ici, vous n'avez plus accès au réglage du document. Je requitte Scribus. Cette fois, je l'ouvre. Je clique sur « Afficher les préférences du document à la création ». J'ai donc les réglages du document qui s'ouvrent. Je peux à ce moment-là faire un certain nombre de modifications, mais surtout, j'ai la possibilité désormais à tout moment de revenir sur les réglages du document et donc de modifier des paramètres qui ne se trouvent qu'à cet endroit-là. Donc faites très attention à être vigilant sur cette petite manipulation. Concernant les repères du document, en dehors de la grille, on va aussi avoir la possibilité d'afficher des repères. Donc là, quand je clique sur afficher repères, rien ne se passe. Il faut que j'aille dans page, gestion des repères, pour pouvoir, ici, avoir accès au gestionnaire de repères. Alors, on a plusieurs types de repères. Il y a des repères qu'on va pouvoir ajouter ici manuellement. Donc par exemple, là, je vais ajouter un repère horizontal à 25 mm. Et vous voyez qu'ici, vous avez maintenant un pointillé qui traverse la page. C'est un repère. Je peux le prendre et le déplacer, mais je peux aussi souhaiter qu'il soit verrouillé. Donc je peux verrouiller mes repères. Je peux bien entendu faire la même chose de façon verticale. Et très souvent, lorsqu'on maquette, on a besoin d'avoir une grille que l'on compose, qui ne soit pas forcément une grille répétitive comme celle qui est affichée derrière, mais qui soit une grille adaptée à nos contenus, donc on va construire manuellement. Je peux aussi vouloir travailler avec un système de colonnes. Alors, je vais déjà aller dans les grilles et les repères, enlever la grille, voilà, de manière à ce que ce soit plus visible. Imaginons que je souhaite créer une colonne verticale. Je peux décider de faire un document en 3 colonnes, d'ajouter une gouttière. La gouttière est l'espace qui va séparer 2 colonnes. Donc là, je vais mettre 5 mm. Et voyez que maintenant, j'ai bien 2 séparations de colonnes, donc en réalité 3 colonnes, séparées par 2 gouttières de 5 mm. Je peux effectuer ce colonnage par rapport à la page. Cela signifie que je vais avoir la même distance, la même largeur de colonne en prenant la taille de la page, mais je pourrais très bien avoir une mise en page dans laquelle l'une des marges latérales est décalée par rapport à l'autre. Je vais illustrer cela. Page, propriété de la page. Je vais mettre une marge de droite plus importante. Je vais recentrer mon document. Voilà. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que j'ai travaillé avec 2 gouttières, donc 3 colonnes, et comme j'ai un document dont les colonnes sont construites par rapport à la page, je me retrouve avec des colonnes qui ne sont pas de la même largeur, puisque si, en fait, je mets en page du texte, je vais avoir une première colonne ici de cette largeur-là, et si je déporte, eh bien, celle-ci est beaucoup plus large, et celle-ci est plus étroite. J'ai donc un problème pour équilibrer ma mise en page. Il suffit pour cela de choisir non pas la page, mais les marges. Dans ce cas, Scribus prend en compte le fait que les marges soient décalées et utilisera l'espace restant pour créer 3 colonnes de largeur identique. Et je pourrais aussi sélectionner une zone et composer les marges par rapport à cette zone-là. Je peux bien entendu faire la même chose de façon horizontale. Alors vous pourriez obtenir des colonnes en créant des repères, donc là 2 repères puis 2 autres. Si vous devez effectivement travailler avec des gouttières et pour des colonnes, il est plus rapide de travailler directement avec les colonnes lignes.
Vous avez ici diverses fonctionnalités, la capacité de supprimer les repères de la page et la capacité de supprimer les repères de toutes les pages lorsque vous êtes dans un document multipage.